Alors bonjour, Dr Francis Lemay, psychologue. Aujourd'hui, je vous parle de thérapie cognitive. Donc, c'est une approche qui a été développée au début des années 70. Et ce dont je vais vous parler dans cette chronique-ci, c'est vraiment le modèle original de thérapie cognitive. Je dirais que depuis fin des années 70, la plupart des psychologues qui pratiquent la TCC vont utiliser habituellement un mélange de thérapie cognitive et d'approches comportementales, c'est-à-dire les approches dont j'ai parlé dans ma chronique précédente. La prémisse de base de la thérapie cognitive, c'est que c'est pas tant les événements qui se passent dans la vie de quelqu'un qui vont faire en sorte qu'une personne est heureuse ou malheureuse, c'est vraiment plus la façon qu'une personne a d'interpréter les événements. Aaron Beck, le fondateur de la thérapie cognitive, a identifié une douzaine ou une quinzaine de distorsions cognitives. Les distorsions cognitives, c'est un petit peu comme des paires de lunettes qu'on a par-dessus nos yeux et qui vont influencer la façon justement qu'on interprète les événements dans notre vie, notre réalité. Un exemple de distorsion cognitive, c'est le raisonnement émotif. Donc, par exemple, je pose une question à un collègue de travail ou en classe, et après avoir posé ma question, je me sens un peu niaiseux, je me sens un peu stupide. Le raisonnement émotif, ça va être de se dire, bah, étant donné que je me sens stupide, bah, ça doit vouloir dire que ce que j'ai posé comme question était stupide. La lecture dans les pensées, c'est un autre type de distorsion cognitive. Ça va être la tendance à attribuer des pensées ou des intentions à une autre personne, alors que l'autre personne n'a pas clairement dit qu'elle avait ses pensées ou ses intentions-là. Donc le grand classique va être, je marche sur le trottoir, puis je croise un ami de longue date que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, et je lui fais un signe de tête en le voyant pour le saluer, puis cette personne-là ne me retourne pas le signe de tête. Donc une forme de lecture dans les pensées, ça va être de me dire, bon ben ça y est, cet ancien ami-là est fâché contre moi, ou cet ancien ami-là n'a aucun respect pour moi, ou cet ancien ami-là m'en veut pour quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que j'ai fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu. La catastrophisation est une autre forme de distorsion cognitive. Donc, la catastrophisation, ça va être la tendance à, lorsqu'il y a un scénario incertain qui se dessine par rapport à l'avenir, ça va être de sauter à la conclusion la plus catastrophique, la plus dramatique ou la plus négative. Un exemple de catastrophisation pourrait être d'apprendre que un de mes bons amis a reçu un diagnostic de cancer. Et là, un exemple de pensée catastrophique serait de me dire bon, ben ça y est, c'est sûr qu'il va mourir, c'est sûr qu'il va mourir dans d'atroces souffrances, et c'est sûr qu'il va mourir très très bientôt. Donc, c'est une forme de catastrophisation. Un autre type de distorsion cognitive, ça va être la pensée dichotomique ou la pensée tout ou rien, ou la pensée tout noir, tout blanc. Donc, un exemple de pensée dichotomique pourrait être ben, si j'ai pas une note de 95% ou plus dans un examen, ben clairement, c'est que je suis pas bon dans cette matière-là, ou je suis un échec, ou j'ai étudié comme un lâche, ou mes capacités intellectuelles sont insuffisantes. Donc, c'est une forme de pensée tout ou rien, tout blanc, tout noir. Donc, le principe en thérapie cognitive, c'est d'enseigner au client ben, quelles sont les principales distorsions cognitives, puis de l'aider par la suite à, à saisir au bon les pensées automatiques que son cerveau lui envoie dans le quotidien, dans les événements de la vie courante, d'analyser celles qui ont été, je dirais, teintées par les distorsions cognitives, puis par le biais de toutes sortes d'exercices associés à la thérapie cognitive, d'aider le client, si on veut, à formuler des pensées alternatives à celles qui sont teintées par les distorsions cognitives et des pensées qui vont l'aider, si on veut, à mieux fonctionner au quotidien. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en thérapie cognitive, le thérapeute n'impose jamais son point de vue au client. Le thérapeute ne donne pas non plus des pensées alternatives au client, à moins que le client le demande là, spécifiquement, là, que le client cherche vraiment puis n'arrive pas à les trouver. Donc, la plupart du temps, en fait, ce qui va être fortement recommandé, c'est que le thérapeute pose des séries de questions au client pour stimuler sa réflexion, pour l'aider à voir s'il n'existe pas d'autres alternatives, s'il n'existe pas d'autres pensées possibles. Donc, de considérer chaque pensée comme étant une hypothèse, donc un petit peu comme un scientifique qui fait de la recherche. On pose une première hypothèse. Donc, la première pensée qui traverse l'esprit, c'est une hypothèse. Par contre, est-ce que c'est possible de considérer d'autres hypothèses que celle-là, d'autres pensées que celle-là, qui pourraient bien refléter la réalité? Puis une fois qu'on a un bassin intéressant de pensées alternatives, ben, ou qu'on a simplement une autre pensée alternative, on se pose la question, ben, est-ce que cette pensée-là est plus adaptée à la situation que la pensée automatique qui est venue, je dirais, originalement? Donc, il va y avoir des dizaines de techniques et de stratégies qui vont aider les clients à considérer des pensées alternatives. Donc, il va y avoir le grand classique qui est le questionnement socratique. Donc, de poser des questions ouvertes
au client pour l'aider à réfléchir sur le contenu de ses pensées. Il va y avoir des jeux de rôle, donc bon, le thérapeute va jouer le rôle du client, puis ils vont avoir une interaction, puis ensuite on va inverser les rôles, ou vice-versa. Ils vont avoir des exercices de projection dans l'avenir, donc ben, cette pensée-là, dans 5 ans, bon, elle va être comment pour vous, de quelle manière vous allez la considérer, ou des exercices de projection dans le passé, des exercices de prise de perspective. Donc l'autre personne, qu'est-ce qu'elle aurait pu penser? Si vous étiez elle, si j'étais vous, si vous étiez vous, si j'étais elle. Donc il y a toutes sortes d'exercices de la sorte, des grilles de restructuration cognitive. Donc on va s'asseoir et on va écrire la pensée sur la grille, ensuite écrire ben, quelle émotion cette pensée-là a généré chez moi. Cette pensée-là est associée à quelle distorsion cognitive qu'on connaît déjà, pour laquelle on a la liste. Qu'est-ce qui serait une pensée alternative potentiellement plus collée à la réalité ou plus fonctionnelle pour moi? Cette pensée alternative-là, ben, si je l'ai dans cette situation-là, comment je me sens par opposition avec la pensée automatique initiale? Puis à quel point je réussis à y croire là, à cette pensée alternative-là. Donc il y a des dizaines et des dizaines de petites techniques, de petites stratégies différentes qui peuvent être utilisées pour aider les gens à développer des pensées alternatives. Ce qu'on sait depuis plusieurs années, c'est que le lien thérapeutique, donc entre un intervenant, entre un psychothérapeute, un psychologue et son client, c'est un des, je dirais, c'est un des indicateurs les plus forts d'à quel point les pensées alternatives vont coller, et à quel point les techniques en thérapie vont fonctionner. Puis on sait aussi que la thérapie cognitive, je dirais la thérapie cognitive et comportementale, est extrêmement efficace pour des dizaines et des dizaines de problématiques. En fait, je vais probablement joindre un lien d'une liste, dans le fond la liste de l'Association américaine de psychologie, de toutes les thérapies qui ont été validées par la recherche scientifique. Vous allez constater à quel point il y a beaucoup de thérapies cognitives et comportementales dans cette liste-là. Enfin, c'est important de mentionner que la thérapie cognitive ne considère pas que toutes les problématiques dans la vie d'une personne sont causées par des biais au niveau de leur interprétation de la réalité. En fait, il y a beaucoup de difficultés dans la vie d'une personne qui peuvent être dues à parfois un manque d'aptitude, d'habileté, des trucs comme ça. Donc, il y a toutes sortes d'exercices qui visent à aider quelqu'un à développer ses aptitudes à la communication, les aptitudes à la communication non verbale. Il y a également des procédures vraiment très très efficaces, très très intéressantes pour aider une personne à faire de la résolution de problèmes. Donc même quand il y a beaucoup d'anxiété ou même quand il y a beaucoup de déprime, des émotions très très fortes qui sont présentes. Donc la plupart des thérapies cognitives ou des TCC incluent je dirais une composante d'entraînement à certaines habiletés. Vous pouvez constater que c'est une approche qui est très très vaste et très très diversifiée. Et pour limiter mon propos à quelque chose de facile à digérer et facile à comprendre, je vais me limiter à ces éléments-là pour cette chronique-ci. Si c'est une chronique qui vous a plu, je vous invite à me donner une mention j'aime, à partager autant que vous le pouvez sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma chaîne YouTube si le cœur vous en dit. Donc c'était Dr Francis Lemay, psychologue, et je vous dis à très bientôt.